Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez correctement? Parfait. Merci d'être venu et puis merci à l'organisation de m'avoir proposé de venir. On va parler d'un sujet qui est un petit peu différent de probablement tout ce que vous avez vu depuis ce matin. C'est un sujet, j'aime bien dire, un peu culturel, alors je mets des gros guillemets, parce que je ne suis pas historien, je ne suis pas docteur en cryptographie. Ce que je vais vous raconter, c'est un peu le résultat de mes recherches personnelles et de ce que j'en ai compris. Et j'ai écrit ce talk parce que je le trouvais pas ailleurs et je me posais pas mal de questions. Et à la fin, vous aurez le QR code qui permet de donner du feedback. Si vous avez des questions si vous êtes venu avec des questions que je n'y ai pas répondu, ce qui est fort probable, indiquez-le moi. Il y aurait probablement matière à en faire 15 des talks comme ça, pour vraiment tout expliquer. Petit disclaimer, l'histoire que je vais vous raconter est vraie, mais évidemment, vous me pardonnerez un petit peu la licence poétique. J'ai dû changer des petites choses pour que ça soit plus facile à raconter. Donc tout ce que je dis est vrai. Tous les détails, je ne rentrerai pas dans tous les détails. Je me présente alors très rapidement. Je m'appelle Jean-Christophe Sirot, je suis staff engineer chez Aircall. Aircall, c'est une société qui propose un système de téléphonie dans le cloud. 2-3 fun facts sur moi, j'aime bien les jeux vidéo. Je suis un passionné de japonais. Nihongo ga dekimasu, chotto dekimasu. Je suis co-organisateur, co-créateur de la conférence Kubernetes Community Days France 2023. Ça sera à Paris le 7 mars. Et puis, je suis aussi un passionné de cryptographie parce qu'en fait, j'ai fait la moitié de ma carrière, les 10 premières années de ma carrière, les 11 premières années de ma carrière dans une société qui faisait de la signature électronique et de la gestion de certificats numériques. Et j'ai découvert un peu la cryptographie comme ça. Assez parlé de moi, on va parler un petit peu d'histoire, puis on parlera un petit peu de mathématiques plus tard, mais vous inquiétez pas, ça me fait pas mal. Au lendemain de la Grande Guerre, alors la Grande Guerre 14-18, moi l'histoire que je vais vous raconter commence en 1919. La guerre est terminée, en France on est en train de négocier le traité de Versailles. Le traité de Versailles, il a eu tendance à négliger un peu la partie est de l'Europe, si bien qu'en fait, entre la Russie soviétique, nouvellement soviétique, et la Pologne, les choses se passent pas bien. Et en fait, à peine la guerre terminée à l'ouest, un nouveau front s'ouvre à l'est, et il y a une guerre entre la Pologne et la Russie. Alors, pas de spoiler, ça s'est terminé sur un statu quo. La Pologne a conservé globalement le territoire qu'on lui avait donné et la Russie ne s'est pas étendue jusqu'à la frontière allemande. En tout cas, pas en 1900, pas au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il y a eu, en fait, dans cette guerre, il faut voir qu'il y avait des officiers polonais qui étaient en fait d'origine allemande, puisqu'ils venaient en fait de cette partie de la Pologne qui longtemps en fait était prussienne, qui était germanophone, et qui avait en fait été officiers donc pendant la Première Guerre mondiale dans l'armée allemande. Et ils utilisaient des techniques qu'utilisaient les Allemands, qu'utilisaient pas forcément les Russes. Et parmi ces techniques, il y avait les écoutes radiophoniques. Et parmi les spécialités de ces officiers qui faisaient des écoutes radiophoniques, il y avait des gens qui étaient spécialisés dans la cryptographie, en tout cas dans le déchiffrement de codes secrets. Là, en 1921, il y a eu une bataille dans cette guerre soviético-polonaise, qui est la bataille de Varsovie. Et la bataille de Varsovie, alors pour plein de raisons, a été remportée par la Pologne. Mais une des raisons de la victoire de la Pologne, c'est aussi le fait qu'ils étaient bien mieux informés des mouvements de troupes que les Russes n'étaient informés des mouvements de troupes des Polonais, grâce aux écoutes radio et grâce à ces facilités, en tout cas ces connaissances en déchiffrement. Et la Pologne, donc je vous raconte cette histoire parce qu'en fait la Pologne va devenir un élément central de l'histoire que je vais vous raconter.
Alors, acte 1, le douanier et le fonctionnaire. On avance un peu dans l'histoire, on se retrouve en 1929, à la gare de Varsovie, on est en février, c'est un samedi matin, il fait froid. Et dans la gare de Varsovie, il y a un bureau des douanes, parce que c'est à Varsovie qu'arrivaient les trains postaux de l'étranger. Et dans ce bureau des douanes se présente un homme, fonctionnaire de l'ambassade d'Allemagne en Pologne, qui demande au fonctionnaire qui est devant qui est de permanence, il lui demande une chose qui est assez étrange. Il dit voilà, il y a un colis qui arrive d'Allemagne à destination de l'ambassade. Ce colis ne doit pas passer la frontière, il faut le renvoyer immédiatement à son expéditeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ce colis, il y a du matériel en fait radio qui aurait dû passer par la valise diplomatique. Alors je vous avoue, le fonctionnaire, il est un peu intrigué par la demande. Et donc il fait en fait ce que fait tout bon fonctionnaire, il va demander à son chef. Qui va demander à son chef, et en remontant en fait la chaîne hiérarchique, puis en redescendant, dans l'après-midi, on a 2 officiers du service de renseignement polonais qui viennent pour examiner ce colis. Parce qu'il dit c'est quand même étrange. Ils ouvrent le colis, et dedans, vous aurez deviné, il n'y a pas du matériel radio. À l'intérieur, ils vont trouver une machine Enigma. Alors, ils ne savent pas trop ce que c'est. Et je vous ai parlé de licence poétique tout à l'heure. En fait, ce qu'ils trouvent, ce n'est pas cette machine-là. Parce que cette machine-là, c'est une machine qui est un petit peu plus ancienne. Ils trouvent une machine plus ancienne. Une machine qui est plus récente que celle qu'ils trouvent. Ils trouvent une machine, en fait, Enigma commerciale, un modèle commercial, et pas un modèle militaire. Mais ils vont se rendre compte quand même, alors ils vont comprendre que c'est une machine pour chiffrer des messages, c'est une machine pour coder des messages, mais ils sont quand même, alors ils sont étonnés, il va y avoir un début de prise de conscience du fait que c'est quelque chose qu'il va falloir garder à l'esprit pour le futur. Alors on va décrire un petit peu cette machine, c'est une machine qui ressemble à une machine à écrire. Vous voyez, il y a un clavier. Alors c'est assez rudimentaire, il y a 26 touches sur le clavier. Il n'y a pas de barre d'espace, il n'y a pas de ponctuation, c'est vraiment les lettres de A à Z. Au-dessus de ce clavier, vous avez des lampes. Quand vous appuyez sur une touche du clavier, il y a une lampe qui s'allume. Alors il y a une lampe qui s'allume, c'est-à-dire qu'en fait c'est une machine qui est électrique, donc il y a une batterie. Mais c'est aussi une machine qui est mécanique, c'est une machine qu'on dit électromécanique. C'est-à-dire que quand vous appuyez, vous avez des parties qui vont se bouger. Et vous avez en fait des rotors, alors ce qu'on appelle des rotors et un réflecteur. Je vais vous montrer juste après ce que c'est. Je termine juste de présenter la machine. Et sur le devant, vous avez ce qu'on appelle le tableau des connexions. C'est-à-dire que c'est un ensemble on retrouve les 26 lettres, et la machine vient avec des câbles, et on va brancher ces câbles en fait entre 2 lettres. Alors il y a, en fonction des versions de machine, il y en a eu plusieurs. Il y a eu une version avec 6 câbles, une version avec 10 câbles, et on branche les câbles sur le tableau des connexions. Et ça va changer en fait la façon dont la machine fonctionne. Alors je vous ai dit, on voit un peu en détail, donc en haut à droite vous avez le tableau des connexions, à quoi ça ressemble. En fait, pour chaque lettre vous avez 2 fiches, parce que le courant va passer dans un sens ou dans un autre, et dans les câbles en fait il y a 2 fils électriques. Et à droite vous avez en fait les rotors. Alors un rotor c'est quoi ? C'est un tambour. Sur la partie droite vous avez 26 connecteurs électriques, sur la partie gauche vous avez 26 connecteurs électriques. Et à l'intérieur de ce tambour, coulé dans, alors a priori de la bakélite pendant un certain temps, vous avez des fils électriques qui vont aller connecter de façon aléatoire les connecteurs de gauche avec les connecteurs de droite. Donc par exemple, sur le connecteur de gauche, vous avez la lettre A qui va être connectée sur la lettre Q. Et puis la lettre B qui va être connectée sur la lettre T. Et ça, sur chacun des rotors, c'est différent. Et c'est une information qui a priori n'est pas publique. Et sur le réflecteur, donc qui est tout à gauche, lui ne bouge pas. Alors je dis les rotors ils tournent en fait. À chaque fois qu'on appuie, le rotor en fait les rotors vont tourner. C'est comme un compteur kilométrique à l'ancienne. Vous avez le rotor de droite qui va tourner d'un cran à chaque fois que vous appuyez sur une touche. Et puis quand il aura fait un tour complet, c'est le deuxième rotor qui lui tournera d'un cran. Et encore une fois, quand il y aura un tour complet du rotor de droite, vous aurez un deuxième cran, etc., etc., etc. Et donc je disais, le réflecteur, lui, ne bouge pas. Le réflecteur, en fait, c'est comme un rotor, c'est pareil, c'est des connexions électriques, sauf qu'en fait, au lieu de connecter 26 à gauche et 26 à droite, vous avez les 13 fils qui rentrent dans un... Vous avez en fait sur les 26, vous avez 13 fils qui rentrent et 13 fils qui sortent.
Alors j'ai un petit schéma juste après pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors voilà un petit schéma électrique. Quand vous appuyez sur une touche, il se passe quoi? Donc là, petite machine Enigma à 4 lettres. Si j'appuie sur le Q, là, vous avez en fait le courant va passer. Alors il commence par passer dans le tableau des connexions. Là, sur le schéma, il n'y a rien qui est branché au niveau de la lettre Q sur le tableau des connexions. Alors le courant continue, vous voyez, il va monter tout en haut, il va passer à travers chacun des rotors. Sur le réflecteur, il va rentrer par une des broches du réflecteur, il va ressortir par une autre broche, il va repasser par chacun des rotors, il redescend. Là, on arrive au niveau de la lettre, alors que je ne dise pas de bêtises, on arrive au niveau de la lettre E. Là, on a branché un câble, donc là, le courant ne passe pas dans la lettre E, mais va traverser le câble du tableau des connexions et arrive sur le niveau de la lettre W. L'interrupteur n'est pas pressé, ça fait connexion et la lampe du W s'allume. Ça, c'est ce qui se passe quand on appuie sur une touche. Ensuite, il y a deux choses à voir, c'est que quand on va relâcher la touche, le rotor va tourner, si bien que si je rappuie une deuxième fois sur Q, ça sera peut-être la lettre E qui va s'allumer, ou la lettre R. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'une même lettre ne va pas être codée de la même façon en fonction de là où on est, la configuration de notre machine. La deuxième chose à voir, c'est super important, et ça sera très important pour le futur, entre guillemets, c'est que, par construction, quand j'appuie sur la lettre Q ne s'allumera jamais. C'est-à-dire qu'une lettre ne peut pas être codée par elle-même. On voit bien, en fait, électriquement, c'est pas possible. L'interrupteur qui est représenté par Q, il peut pas être à la fois ouvert et fermé. Alors, comment ça marche la machine Enigma? On a expliqué très rapidement. Vous avez 3 rotors, chaque rotor a 26 positions. Je fais le calcul rapide, il y a 105 000 combinaisons. Bon, c'est beaucoup. Parce que les rotors, vous pouvez les mettre un petit peu comme vous voulez, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième, ou alors vous pouvez échanger le deuxième et le troisième, etc. Ensuite, vous avez 6 paires de 2 lettres à brancher sur le tableau des connexions. Là, c'est plus compliqué. Là, on a 100 milliards de possibilités. Résultat, il y a combien de configurations de la machine qui sont possibles, initiales? Il y en a 100 000 fois 100 milliards. C'est beaucoup. Et pour donner une idée, en testant une combinaison par seconde, on arrive à 300 millions d'années nécessaires pour tester la totalité des clés. C'est-à-dire que vous avez une chance sur 2 de trouver la bonne clé en 150 millions d'années. Ce qui fait à peu près 2 fois la durée depuis la disparition des dinosaures, 165 millions d'années. Donc une chance sur 2. Alors si vous avez de la chance, il vous faudra 1 minute. C'est peu probable. Alors on va passer à l'acte 2. Donc là, je vous ai expliqué. Les Polonais découvrent une machine Enigma. Ils savent qu'il va y avoir un peu de cryptographie, que c'est quelque chose qui est en train de monter. L'acte 2, il se passe Parizerplatz à Berlin, 1931, donc on est un petit peu plus tard. À Parizerplatz, alors pour ceux qui connaissent Berlin, il y a la porte de Brandebourg et il y a l'ambassade de France. Et ce jour alors j'ai pas la date exacte, mais ce jour de 1931 se présente à l'ambassade de France un Allemand qui s'appelle Hans Thilo Schmidt, et il demande à parler à l'attaché militaire de l'ambassade. Il a des choses à lui dire. En fait, on comprend assez rapidement qu'il a des choses à lui vendre. L'information, elle remonte au niveau des services de renseignement français, et le capitaine Gustave Bertrand, il est intéressé, mais il se dit, mais est-ce que c'est pas une opération d'enfumage? Est-ce qu'on n'essayera pas de nous vendre des fausses informations? Il se pose des questions quand même. D'où sort cet Allemand qui aurait des informations à vendre? En plus, il faut imaginer que ce n'était pas le seul. Il y avait d'autres... il y a eu d'autres traîtres, entre guillemets, qui sont passés par les services de renseignement français. Alors, ce que fait Gustave Bertrand, c'est qu'il envoie en fait un de ses hommes à Verviers. Alors, Verviers, c'est en Belgique. C'est bien, la Belgique, c'est un territoire neutre. À Verviers, il y a un grand hôtel où se retrouve la bourgeoisie de Belgique. C'est une sorte on va dire, de Monaco du Nord à l'époque. Et donc, il demande à un de ses hommes, il organise une réunion entre ce Hans Thilo Schmidt et un de ses hommes qui s'appelle Rudolf Lemoine. Alors, en fait, Rudolf Lemoine, c'est un Allemand d'origine, mais qui travaille pour la France depuis les années 20, même avant, puisque depuis la Première Guerre mondiale. En fait, il s'appelle Rudolf Stallman.
Et ça tombe bien parce que comme il est allemand, il parle allemand, il va pouvoir discuter facilement avec Hans Thilo Schmidt, qui lui aussi est allemand. Hans Thilo Schmidt, en fait, c'est un ancien officier de l'armée allemande qui a été en fait limogé, enfin supprimé de la liste des cadres lorsque l'armée allemande a dû se limiter à 100 000 hommes. C'est un noble d'origine, sa mère, en tout cas la famille du côté de sa mère est de noblesse allemande. C'est un chimiste. Après la guerre, il a monté une usine une usine chimique pour fabriquer des savons qui n'a pas fonctionné, dû à une mauvaise gestion, dû à la crise de 1929. Et Hans Thilo Schmidt, c'est quelqu'un qui a besoin d'argent. C'est quelqu'un qui aime bien vivre. Il aime sortir, aller à l'opéra, au théâtre. Il a des maîtresses à entretenir. Il a une famille à entretenir. Il a besoin de beaucoup d'argent. Et il s'est dit que finalement, il pouvait vendre des secrets. Alors pourquoi il peut vendre des secrets ? Parce que Hans Thilo Schmidt, il a un frère qui lui est officier, qui fait une belle carrière dans l'armée, et qui lui a trouvé un poste au bureau du chiffre. Donc, Hans Thilo Schmidt, il a accès à des documents intéressants. Il a entre autres accès au code, aux clés de la machine Enigma. Alors, c'est un document qui explique, pour chaque jour du mois, alors c'était des documents qui étaient émis tous les 3 mois, et vous aviez des feuilles comme ça qui indiquaient, tel jour, il faut utiliser telle clé. Il fournit aussi de la documentation. En tout cas, le capitaine Bertrand est, au bout d'un certain temps, convaincu que c'est une bonne source, Schmidt. Donc il décide de le payer et d'obtenir plein d'informations. Et il y a plein d'informations super intéressantes, alors j'étais un petit peu vite, plein d'informations super intéressantes dans ce qu'il récupère. Parmi ces informations, donc j'ai dit, il y a des informations sur la machine Enigma. Seulement, les Français, ils ne savent pas faire. Ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas le personnel pour traiter ces choses-là. Alors ils vont aller voir les Anglais. Les Anglais, ça ne les intéresse pas. Pour les Anglais, il dit la cryptographie, c'est pas le sujet. Et donc les Français vont aller voir les Polonais. Alors, parce qu'il y avait un accord militaire entre les Français et les Polonais. Et là, les Polonais, eux, ils sont intéressés. Ils disent « Ouh, nous, on prend ». Parce que, en fait, depuis les années 20, la découverte, donc 1929, la découverte de cette machine Enigma, les Polonais, ils avaient commencé à constituer, en fait, des équipes de cryptographes, mais de mathématiciens. À l'époque, pendant la Première Guerre mondiale et même avant, la cryptographie, c'était d'abord l'affaire des gens qui aimaient la logique. Des gens qui... C'était des trucs qu'on faisait sur les mots. Alors, on demandait aux spécialistes de mots croisés de venir faire des choses. Il fallait de l'astuce. Et puis, petit à petit, ils se sont rendus compte qu'en fait, non, c'est plus que ça, c'est vraiment des maths. Et donc, je ne dis pas de bêtises, à l'ouest de la Pologne, dans la partie germanophone, avait été ouvert en fait une chaire de cryptographie à l'université pour recruter des mathématiciens qui étaient intéressés par le sujet et surtout qui parlaient allemand. Et parmi ces mathématiciens, en voilà 3 en fait qui sont restés célèbres dans l'histoire. Alors, il y a Hendrik Zygalski, Jerzy Rodzicki et surtout Marian Rejewski. Donc 3 mathématiciens polonais spécialistes des codes secrets et qui, vous allez voir, ont fait un travail assez exceptionnel sur Enigma. Alors comment ça marche quand je veux utiliser, parce qu'on avait une machine, on a placé nos rotors, etc. Mais comment ça marche en vrai quand j'envoie un message avec Enigma ? Eh bien, il y a un protocole qui existe. La première chose, c'est on prend la feuille qu'on a vue tout à l'heure, et sur cette feuille, on voit, prendre le premier rotor, le mettre en position 1, prendre le deuxième rotor, le mettre en position 3, prendre le troisième rotor, le mettre en position 2. Donc on prend les 3 rotors. On règle les rotors sur des positions de départ. Donc on dit, le premier rotor, il faut le régler sur la lettre T. Le deuxième rotor sur la lettre S. Le troisième rotor sur la lettre B. Ensuite, on prend nos fils et on branche sur le tableau des connexions. Pareil, sur le document qui explique comment configurer la machine, on a la liste des correspondances. On dit, il faut brancher la lettre A sur la lettre Q, brancher la lettre B sur la lettre C, brancher la lettre K sur la lettre Z. Une fois qu'on a ça, on va choisir une clé. Alors aujourd'hui, on dirait une clé de session. En fait, c'est une clé de message. Donc, on va choisir une clé vraiment qu'on va utiliser que pour ce message. On prend 3 lettres au hasard. On va taper cette clé 2 fois. Donc, on va taper, par exemple, je ne sais pas si je prends ma clé de message ABC. Je vais taper ABC, ABC. Et je vais donc avoir 6 lettres qui vont représenter cette clé chiffrée.
je le mets au début du message que je dois envoyer, puis ensuite je vais régler mes rotors sur cette clé de session, et ensuite, à la fin, je tape finalement le message que je dois transmettre. Alors c'est un petit peu manuel, c'est un petit peu compliqué, et surtout, dans ce protocole, il y a une faille. Alors, petit exemple, donc je vous ai dit, voilà, c'est un vrai exemple avec une vraie machine Enigma. Hein. J'ai pris un simulateur sur Internet, simulateur de machine Enigma, mais voilà, donc ça marche vraiment, on peut le tester. Donc j'ai 3 positions de rotor initiales, j'ai le tableau des connexions, alors là j'ai pris 10 connexions au lieu d'en prendre 6, mais peu importe. Et je veux tester, donc ma clé de session c'est HBR et je veux tester Ich bin ein Kartoffelsalat. Alors pour ceux qui ne seraient pas germanistes, ça veut dire je suis une salade de pommes de terre. Les gens qui ont passé le bac en même temps que moi savent peut-être d'où ça vient. Donc voilà, je tape HBR, ça va me donner YQY AVY. Et puis derrière, je change. Une fois que j'ai tapé HBR, je règle comment on appelle ça, je règle mes rotors sur HBR et je tape mon message. Et voilà ce que ça donne. Alors attention, on va faire un petit peu de mathématiques, mais je vous rassure, ça ne fait pas mal. Permutation. J'ai un ensemble de départ, j'ai 4 objets. Un microscope, un piano, un ballon, un livre. Une permutation, c'est quoi? Une permutation, c'est une fonction qui, à chaque objet, va associer un objet de cette liste. Donc par exemple, je vais associer mon microscope au ballon, je vais associer mon piano au piano, mon livre au microscope, etc. Et puis les mathématiciens aiment bien noter les permutations avec des lettres grecques. Donc sigma, qui est le nom de ma permutation du microscope, c'est égal à ballon. Sigma de piano, c'est égal à piano. C'est ce qu'on appelle, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un point fixe de la permutation, c'est-à-dire que ça ne bouge, c'est un élément qui ne change pas avec la permutation. Cycle d'une permutation. Alors, au lieu de prendre des objets, j'ai pris des chiffres de 0 à 9, mais c'est simple. Donc, par exemple, ici, vous avez la permutation, elle va envoyer 0 vers 8. Ah, mais si on regarde 8, 8 est envoyé vers 5. Et puis si on continue comme ça, 5 vers 6, etc. Vers 2, vers 1, et à nouveau vers 0. Tiens, on a fait un tour, parce que 0 va être envoyé vers 8. C'est-à-dire qu'on a trouvé un premier cycle. Puis il y a d'autres cycles dans notre permutation, parce qu'il y a des nombres, des chiffres qu'on n'a pas encore touchés. 7 est envoyé sur 9, qui lui-même est envoyé sur 7. Et puis 3, c'est un point fixe, il ne bouge pas. Donc en fait, notre permutation, elle a 3 cycles. Alors, traditionnellement, on va la noter comme ça, une permutation sigma. Eh ben, le premier cycle, on l'écrit comme ça entre parenthèses, et puis on indique tous les éléments du cycle, en commençant par les plus longs et en terminant par les plus courts. Donc ici, on a une permutation qui a 3 cycles de longueur différents. Et attention, petit passage Wikipédia, il y a un théorème qui dit que toute permutation est composée de cycles à support disjoint qui forment une partition de l'ensemble. En gros, c'est simple, ça veut dire que tout nombre appartient à un cycle, que ces cycles, ils ne se croisent pas, parce que si un nombre est dans un cycle, il n'est pas dans un autre, et puis aussi qu'on couvre la totalité de l'ensemble. Alors, il y a un modèle mathématique derrière Enigma. Le modèle mathématique derrière Enigma, il est simple. Non, il n'est pas simple, mais il est simple à expliquer. En fait, la configuration de votre machine, comment vous avez branché vos câbles, comment sont positionnés vos rotors, ils vont définir une permutation. Et puis quand vous avez appuyé sur une touche, vous allez changer la configuration des rotors, le rotor le plus à droite va se déplacer, donc vous allez définir une autre permutation. Et donc si j'ai un message M1, M2, M3, qui est chiffré en C0, M0, M1, M2, qui est chiffré en C0, C1, C2, alors C0, c'est le chiffré de, c'est l'élément qui est transforme M0, qui est le transformé de M0 par la permutation sigma 0. Idem pour C1 et C2. Sigma 0, c'est la configuration de ma machine à l'état 0. Puis une fois que j'ai appuyé, la configuration de ma machine, elle définit sigma 1, puis ensuite elle définit sigma 2. Merriam Zerjewski, là, il a une idée. Il a une intuition géniale qui dit, il pense que, voilà, le fait qu'on tape 2 fois les lettres de l'indicateur au début du message, ça donne des informations sur la clé. Et alors ça, pour le voir, il fallait pas être... il fallait avoir quelque chose. Alors là, je vous donne un exemple. C'est-à-dire qu'il décompose Enigma en fait en 3. Il dit, quand j'appuie sur une lettre,
il y a une première permutation, c'est celle qui est donnée par le tableau le plugboard, comme disent les Anglais, le tableau des connexions. Puis ensuite, le courant, il passe dans les 3 rotors. Donc ça, c'est la permutation que j'ai appelée RI. Puis on repasse une nouvelle fois dans le tableau des connecteurs, à l'envers, donc P-1. Il faut bien se voir qu'on rentre une première fois dans le tableau et on sort à la fin par le tableau des connexions. Donc en fait, on passe 2 fois, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Alors, j'ai écrit RI, c'est les permutations qui sont générées par les rotors, et P, c'est les permutations qui sont générées par le tableau des connexions. Alors, j'en ai un exemple. Il faut voir que P, c'est très particulier parce que ça branche une lettre sur une autre. Et donc, en fait, P, P-1, c'est la même chose. Si A va sur Q, ben Q va sur A. Donc, si je dis c'est quoi la transformation par P puis par P-1, ben, c'est la même lettre. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on tape notre indicateur? Notre indicateur, alors je dis, on a un indicateur secret qui s'appelle alpha, bêta, gamma. J'ai pas pris des vraies lettres, j'ai pas pris des lettres latines, j'ai pris des lettres grecques pour bien voir la différence. Donc je tape alpha, bêta, gamma, ça me renvoie, dans l'exemple que je vais donner tout à l'heure, ce code de 6 lettres. Et là, Rejewski, il a une deuxième idée géniale. Il dit, on va brancher 2 machines, l'une derrière l'autre. La première, telle qu'elle est au début du message, et la deuxième, telle qu'elle est 3 crans plus tard. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je tape Y, que je la fais passer dans ma machine, chose importante que je n'ai pas dit malheureusement et je suis fortement désolé, quand vous tapez sur la lettre A, ça vous donne quelque chose sur une lampe. Si vous tapez cette lettre qui s'est affichée sur la lampe, ça va afficher la lettre A. C'est-à-dire que vous configurez la machine de la même façon, le chiffrement et le déchiffrement, c'est exactement la même chose. Donc si je tape Y, je vais avoir ma lettre alpha, et ma lettre alpha, elle va passer une deuxième fois dans ma machine, 3 crans plus tard, et donc je vais avoir la deuxième lettre du message chiffré, enfin la 4e lettre de mon message chiffré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je passe dans le tableau des connecteurs, les rotors, je passe ensuite une nouvelle fois dans le tableau des connexions, on continue. Alors on a P, R0, P-1, c'est pas forcément très clair. L'avantage, c'est qu'on a P-1, P. Ah, ça s'annule. Parce qu'on est rentré dans le tableau des connexions, puis on rentre une deuxième fois dans le tableau des connexions, ben, c'est comme s'il n'était pas là. Donc on simplifie tout ça. Et puis on a ici maintenant, on se rend compte qu'on a une nouvelle permutation, P, R0, R3, P-1, que j'ai appelé grand sigma 0. Et celle-là, on sait que ça transforme Y en A. Bon, ben on n'est pas très avancé. Ben si, on est avancé. Parce que tous les jours, les Polonais, ils captent une centaine de messages. Alors c'est vachement bien, c'est super intéressant. C'est bien, c'est que cette permutation sigma 0, ils vont pouvoir la reconstituer en totalité. Je dis, voilà, notre premier message, c'était Y, Q, Y, A, V, Y. Donc on sait que cette permutation grand sigma 0, elle va transformer Y en A. Mais elle va aussi transformer X en N, parce qu'ils ont capté un autre message qui commençait par X, L, J, N, etc. Et puis, avec suffisamment de messages, alors une centaine de messages par jour, c'est suffisant, on arrive à reconstituer entièrement la permutation sigma 0. Et puis, je voulais la présenter sous forme de cycle. Donc, on a 3 cycles, alors 2 grands et puis un tout petit de 2 éléments. Alors, ce qu'on a fait pour grand sigma 0, c'est-à-dire la première lettre de la clé de session, on va le faire pour la deuxième et la troisième. Tout ça, c'est je vais dire, symétrique. On le fait pour les 3 lettres. Et on a 3 permutations, sigma 0, sigma 1, sigma 2. Alors, je vais me concentrer sur sigma 0 parce que c'est bien gentil. Voilà, on a défini une permutation sigma 0. Dedans, il y a les rotors, R0, R3. On a le tableau des connexions. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, théorème magique. Et je vais le lire pour ne pas dire de bêtises. Les permutations conjuguées de sigma, c'est-à-dire toutes les permutations qui sont de la forme ρ, sigma, ρ-1, ont la même structure de décomposition en produit de cycles à support disjoint, c'est-à-dire qu'ils ont le même nombre de cycles de chaque longueur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre permutation sigma, grand sigma, alors je donne un exemple, mais en fait ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que P, R0, R3, P-1 et R0, R3 ont le même nombre de cycles et de la même longueur. Et ça, c'est génial parce qu'on est passé de
100 000 fois 100 milliards de combinaisons possibles à juste 100 000 permutations différentes. Et 100 000 permutations différentes, et ben ça, on peut les calculer. Et donc, en fait, l'équipe de Rejewski, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va calculer de façon... Alors, ça va prendre du temps, ça va prendre un an et demi, mais elles vont calculer, en fait, tous les cycles de toutes les permutations, de toutes les configurations possibles des rotors. Donc, on prend les rotors, voilà, puis on les met dans cette position-là, puis on calcule R0, R3. Et on calcule les cycles des permutations. Alors au début, ils font ça à la main, et puis après, rapidement, ils utilisent des machines électromécaniques qui vont le calculer pour eux. Et ils vont se retrouver avec une liste, en fait, de permutations, de descriptions de permutations. Et ensuite, c'est bien, on a trouvé R0, R3. Il suffit de regarder, on va chercher des permutations qui ont la même caractéristique en termes de nombre de cycles et de longueur de cycle. Et alors là, c'est pareil, ça se démontre, en fait, il n'y en a pas beaucoup qui matchent. C'est-à-dire que sur les 100 000, vous allez regarder votre liste et vous dire, en fait, une permutation qui a cette structure de cycle-là, il y en a 1, 2, 3, maximum une dizaine. Au-delà, c'est extrêmement peu probable. Alors, c'est bien, on a trouvé la configuration R0, R3, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge. Je vous rappelle qu'il y a 100 milliards de combinaisons possibles. En fait, c'est beaucoup plus simple qu'on pense pour terminer notre calcul, parce que on a des cycles. Alors, on va essayer de déplacer, en fait, on déplace un caractère, on fait tourner notre deuxième cycle R0, R3, parce qu'en fait, sur le tableau des connexions, je vous rappelle, on a 10 lettres qui sont envoyées sur 10 autres. Ça veut dire que sur notre tableau des connexions, il y a 6 lettres qui ne sont pas branchées. Je fais 6, comme ça, 6. 6 lettres qui ne sont pas branchées. C'est-à-dire qu'il y a 6 lettres qui, sur les deux permutations grand sigma 0 et R0, R3, ne bougent pas. Donc, si on arrive à configurer, on va dire, si on arrive à trouver sur nos cycles, je vais vous montrer, voilà, ici j'ai déplacé un peu les cycles et j'ai trouvé 6 points fixes. C'est super intéressant, parce qu'une fois que j'ai trouvé mes 6 points fixes, je vais me rendre compte d'une autre chose. C'est que vous voyez ici, K est envoyé vers W, et W est envoyé vers K. Et ça, si on regarde, en fait, il y a d'autres lettres comme ça. Et si vous regardez vraiment, en plus, dans le détail, vous allez vous rendre compte que toutes les lettres sont comme ça. Et bien ça veut dire que sur notre tableau des connexions, K est branché sur W, et X est branché sur P, et puis si on regarde une autre, par exemple C est branché sur R, et si on cherche quelque part dans la liste, voilà, tout au bout à droite, vous avez R qui est branché sur C. Et vous prenez vos quelques candidats possibles, vous jouez un peu à essayer de trouver les points fixes, trouver le bon nombre, exactement 6 points fixes, et puis ensuite vous vérifiez que vous avez bien cette correspondance, que si une lettre est envoyée sur une autre, alors la précédente est envoyée sur celle-là. Et là, voilà. Alors là, je vous montrais un peu à quoi ça ressemble si on utilise les permutations sigma 0, sigma 1, sigma 2. Si vous voyez, vous pourrez aller faire la vérification. Et donc, on va refaire un petit peu d'histoire. Juste regarder, voilà. Petit peu d'histoire. Donc voilà, Marian Rejewski et son équipe ont réussi à déchiffrer la machine Enigma. Et on est fin 1938. À partir de décembre 1938, janvier 1939, ça ne marche plus. Les déchiffrements ne fonctionnent plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Allemands ont changé le protocole. On ne doit plus taper 2 fois la clé. Donc évidemment, tout le travail qui a été fait ne sert plus. Ils ont augmenté aussi le nombre de rotors. Ils ont augmenté le nombre de fils à connecter sur le tableau des connexions. Bref, il y a eu beaucoup de machines différentes, ça prend du temps, etc. Mais progressivement, en fait, les Polonais n'arrivent plus à déchiffrer. Et les Polonais commencent à avoir peur. Ils se disent, oulala, il se passe un truc. Ils appellent les Français. Ils disent, il faudrait qu'on rencontre, il faudrait qu'on vous voie, il faudrait qu'on voie les Anglais. Jusqu'à présent, les Polonais n'avaient rien dit sur le fait qu'ils savaient déchiffrer la machine Enigma. Ils vont rencontrer les Français, une première fois à Pâques, et puis, il va y avoir des échanges, mais ils vont toujours pas dire clairement qu'ils sont capables de déchiffrer la machine Enigma. Ils vont surtout, en fait, regarder ce que les Français et les Anglais ont à leur dire, eux, sur les codes allemands. Et puis, on arrive au mois de juillet, août, et là, la guerre éclate vraiment, c'est-à-dire que l'Allemagne envahit la Pologne. Et si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, ça a été une boucherie. On a tous vu dans les livres d'histoire les chars allemands, ou plus précis, les cavaliers polonais foncer sur les chars allemands.
Là, l'équipe de Rejewski annonce aux Français, on leur dit, on est capable de déchiffrer Enigma. Ils arrivent même à leur envoyer en fait des copies de la machine Enigma qu'ils ont réussi à reconstituer. Et donc, moi, je suis allé un peu vite, je n'ai pas montré les images. Conférence de Munich 1938, donc je vous dis, il y a des choses qui commencent à changer. Ce qui se passe, c'est que Alastair Denniston et Dilly Knox, alors c'est son surnom, qui sont en fait les Anglais qui s'occupent des codes secrets pour les services de renseignement anglais, eux, ils se rendent compte que ce qu'ont fait les Polonais, c'est super intéressant. Alors c'est marrant parce que Dick Knox, c'est pas un mathématicien, lui, c'est un de ces anciens cryptographes à l'ancienne qui a une formation littéraire, mais qui, pareil, il a une espèce d'éclair de génie. Et il avait monté des équipes pour travailler sur les codes allemands. Et parmi tous les gens qu'il avait recrutés, il y avait un certain Alan Turing. Et donc en 1939, quand la guerre est déclarée, alors les Polonais vont fuir, Rejewski et ses collègues vont arriver à Paris après une histoire rocambolesque. On pourra en faire un film. Ils vont arriver à Paris septembre-octobre 1939 et ils vont continuer à travailler. Mais pendant ce temps-là, les Français, eux, font parvenir des machines Enigma à Alan Turing et aux équipes en fait britanniques. Et ils vont commencer à travailler aussi dessus. Et Alan Turing, vous savez, c'est un mathématicien. Par contre, vous avez peut-être vu le film Imitation Game, qui parle en fait de la suite de l'histoire. Alan Turing, il travaille donc à Bletchley Park, qui est le siège du Government Code and Cipher School. Donc c'est là que travaillent tous les cryptographes anglais, parce qu'on parle d'Enigma, mais en fait des machines, des systèmes de chiffrement, il y en avait plusieurs, entre la marine, l'aviation, etc. Enfin, c'était assez touffu, compliqué. Et donc, que vont faire les Anglais? Ils disent, ils vont attaquer en fait une nouvelle technique de déchiffrement. Alors, ça va trop vite, je suis désolé, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alan Turing va rechercher ce qu'on appelle des cribs. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure, une lettre ne peut pas être encodée par elle-même. C'est-à-dire que si je prends mon texte chiffré et que je connais le texte qui est chiffré, c'est ce qu'on appelle un plain text non... moi, je ne l'ai pas écrit, je me suis vu. Plain text, non-plain text attack, voilà. En fait, il va placer, donc, il sait que les Allemands, tous les jours, envoient un rapport météo. Wetter, Vorhersage, Biscaya, donc bulletin météo pour le golfe de Gascogne. Et il va placer notre message, le message chiffré qu'il a intercepté, avec le message en clair. Et il regarde, et il dit, non, c'est pas possible, on peut pas le mettre là, parce que, voilà, à chaque fois que j'ai des lettres en rouge, j'ai des lettres qui sont identiques, donc ça veut dire que ce message-là, il peut pas être encodé comme ça avec Enigma. Et on arrive ici sur une bonne valeur. Ici, c'est possible. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? En fait, Alan Turing fabrique ce qu'il appelle un menu. C'est-à-dire qu'il dit, en fait, la lettre, si on regarde la première lettre, R et W, R et W en position 1, R est envoyé vers W et W est envoyé vers R. Et puis en position, j'arrive pas à lire, 5, T est envoyé vers E. C'est-à-dire que quand les 5 crans plus loin, R et E est envoyé vers T, etc. Et lui, ce qu'il cherche, c'est des cycles. Pourquoi il cherche des cycles? Et ça, c'est super intéressant parce qu'il dit, voilà, en fait, la lettre E, je vais supposer qu'elle est branchée sur le tableau des connecteurs à K. Et puis, je vais supposer que j'enlève toutes les autres connexions. C'est-à-dire que je sais que K va être transformé vers une lettre alpha, qui elle-même va être transformée vers une lettre bêta, qui elle-même va être transformée vers une lettre gamma, dans les positions des rotors qui sont indiquées là. Et gamma en position 5 doit être transformé en K. Et si ce n'est pas le cas, en l'occurrence, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ça ne marche pas, on a trouvé une incohérence. En fait, c'est une démonstration par l'absurde. On essaye quelque chose et puis à la fin, on arrive à une incohérence et on se dit, c'est-à-dire que notre hypothèse de départ, elle n'était pas bonne. Et en fait, alors c'est bien, mais on a fait beaucoup d'hypothèses parce qu'il faut déjà supposer quelle est la position des rotors, il faut supposer ce qu'on a branché sur le tableau des connexions. Et ce que fait Alan Turing, il dit, on va faire ça, mais on va l'automatiser. Et donc, il décide de construire des machines, donc les bombes de Turing. Alors, une bombe de Turing, c'est une grosse machine, encore une fois, électromécanique. Vous voyez, en fait, chaque lettre, alors là, j'en ai mis que 4, mais il faut imaginer qu'il y en a 26. Chacune de ces lettres, elle contient 26 fils qui correspondent, en fait, aux 26 possibilités
Alors en fait, il n'y a pas 26, il y en a 25, parce qu'il y a toutes les autres lettres, sur lesquelles on peut brancher sur le tableau des connexions. Et ce que fait Alan Turing avec cette bombe, c'est-à-dire qu'il reproduit électriquement le schéma que je vous ai montré, le menu que je vous ai montré. Et donc, en fait, il va brancher entre tous ces fils des rotors, donc dans toutes les positions qui sont indiquées. Et puis, il va tester, il va faire passer du courant. Et donc, en fait, alors, malheureusement, pour les gens qui sont tout au fond de la salle, je suis désolé, vous ne voyez pas très bien, mais en gros, on fait passer du courant, le courant passe dans les rotors, etc. Et si ça se passe bien, à la fin, on n'a qu'un seul fil qui est affiché. Un seul fil sur lequel on a du courant. Si ça ne se passe pas bien, en fait, on a plusieurs fils où il y a du courant. Parce qu'on dit la lettre, je vous ai dit tout à l'heure, il fallait que gamma soit égal à k. Et si c'est la même lettre, on n'a qu'un seul fil qui est allumé. Et si c'est des lettres différentes, on va avoir... En fait, on va dire la lettre E en fait, est branchée sur deux lettres sur le tableau des connexions. C'est ça ce que ça veut dire, avoir du courant dans deux fils. Et ça, c'est pas possible. Et la bombe de Turing, en fait, elle teste tout. C'est-à-dire qu'elle va tester toutes les positions des rotors. Alors, ils vont en construire plein, il va y en avoir une cinquantaine. Ils testent plein de trucs en même temps. C'est une bombe de Turing, ça ressemble à ça. Voilà. Et en quelques heures, ils arrivent, en fait, à déchiffrer la machine Enigma. À déchiffrer la clé, en fait, du jour utilisée par la machine Enigma. Et donc, je vais conclure, parce qu'il ne me reste plus qu'une seule minute. Je vais conclure en disant deux choses. Je ne suis pas historien. Donc l'histoire, je vous l'ai racontée pour le fun et parce que je la trouve intéressante et amusante. Par contre, moi, j'ai fait de la cryptographie. Donc je peux vous dire deux choses. D'abord, la cryptographie, c'est des maths. En fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est rendu compte que la cryptographie, c'était d'abord des mathématiques. Et aujourd'hui, même la cryptographie, c'est de l'informatique. Et la deuxième chose, c'est que la cryptographie, c'est compliqué. C'est compliqué, et donc, il faut demander aux gens qui savent. Faites auditer votre code, écrivez pas vous-même vos propres algos, faites attention au protocole, parce qu'on a vu en fait que la raison pour laquelle Rejewski a réussi à casser Enigma, c'est parce qu'il avait trouvé une faille dans le protocole et pas forcément dans l'algorithme. Et puis, les ressources que j'ai utilisées, donc des livres, super intéressants. Le Enigma de Dermot Turing. En fait, Dermot Turing, c'est le neveu d'Alan Turing. Donc, il a écrit un livre. D'autres livres, quelques articles, dont un article de Marian Rejewski lui-même qui explique, alors bien des années après, parce que c'est resté en fait secret pendant très longtemps, qui explique comment il avait déchiffré Enigma en certaines tentatives et puis des morceaux en fait, parce que, comme je vous ai dit, je vous ai raconté comment ça se passait, sauf qu'en fait, c'est arrivé par étapes, on a découvert certaines choses. Je vous ai pas expliqué comment ils ont réussi à reconstituer comment les rotors étaient câblés, par exemple. Et voilà, et je vous remercie beaucoup. Alors, vous voyez, c'est dense. Je suis sûr que vous n'avez pas tout compris. Moi-même, il a fallu que je relise plein de fois. Donc, j'espère que vous irez voir la vidéo si vous avez des questions. Et puis, moi, je suis toujours là. Si vous avez d'autres questions à me poser immédiatement, n'hésitez pas. Si vous voulez, on peut prendre 3 minutes. Ah ben, si on a du temps pour les questions, ce sera avec plaisir. Bonjour, merci pour cet exposé passionnant. J'ai une question, est-ce que vous êtes intéressé en fait au créateur de la machine Alors oui. Son nom ne me revient plus. Et il est mort en fait. Alors ce dont on se souvient, c'est qu'en fait au début, il a créé une machine à chiffrer. Il voulait la vendre en fait. C'était un outil commercial. C'était pour chiffrer en fait des messages entre les filiales d'une même entreprise. Simplement, c'était beaucoup trop cher. Et les entreprises ne voyaient pas l'intérêt. Donc, ça n'a pas fonctionné. Et ça a commencé à fonctionner quand l'armée s'y est intéressée. Et en fait, alors j'ai plus sa date exacte, mais je sais qu'en fait, donc son créateur, j'oublie son nom, je suis désolé, est décédé en fait dans les années 30, si je me souviens bien, avant la guerre en tout cas, et avant que la machine Enigma soit utilisée de façon, on va dire, très importante par l'ensemble de l'armée allemande. Alors, une chose intéressante aussi, je vais rajouter un point, c'est que, je vous disais, cette personne-là, c'était pas un cryptographe, c'était pas un mathématicien. Et donc, on a vu que la machine Enigma, en fait, elle a plein de failles. Genre, elle a été cassée par les Polonais en quelques années, puis à peine 2 ou 3 ans plus tard, elle a été cassée aussi par les Anglais, par une autre manière. Donc, en fait, il y avait plein de failles dans cette machine,
Parce que, alors pas parce qu'elle n'a pas été écrite par un cryptographe, parce qu'il y a des cryptographes qui ont créé des protocoles qui se sont fait casser la semaine d'après, genre même quelques jours plus tard pour de vrai. Mais en fait, en cryptographie, l'audit est super important. Et le temps aussi est super important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a confiance dans des algorithmes comme AES ou SHA-256 ou RSA parce qu'ils sont là depuis très longtemps, que beaucoup de gens ont travaillé dessus et que jusqu'à présent on n'a pas trouvé de failles évidentes. Vous n'avez pas de failles évidentes qui ont été mises à jour, qui ont été proposées. Mais merci beaucoup.